il y a 10 000 ans. Un souffle nouveau parcourait la terre. Les glaciers, qui avaient façonné le visage du monde pendant des millénaires, reculaient lentement, dévoilant des vallées fertiles, des lacs étincelants et des forêts encore timides. Les grands mammouths erraient toujours sur certaines plaines, mais déjà leur nombre diminuait. Les troupeaux de bisons se déplaçaient au gré des saisons, et les rivières, gonflées par la fonte des glaces, charriaient des eaux vives, riches en poissons argentés. Dans ce décor à la fois sauvage et fragile, l'humanité vivait une époque charnière. Les hommes et les femmes n'étaient plus tout à fait les nomades insouciants du passé, mais pas encore les bâtisseurs de cités que nous connaissons dans l'histoire. C'était un moment suspendu, un carrefour entre deux mondes, celui de la chasse et de la cueillette et celui de l'agriculture, des villages et des premiers échanges organisés. Imaginez un instant, le matin, dans l'air encore frais, un feu de bois crépite près d'un abri de pierre. Des silhouettes s'y rassemblent, un vieil homme, sage du clan, conteur et gardien des histoires, une femme qui trie des baies dans un panier tressé, deux jeunes hommes qui affûtent leurs lances en prévision de la chasse. Plus loin, des enfants courent pieds nus dans l'herbe humide, s'arrêtant parfois pour ramasser un caillou étrange ou imiter les cris des oiseaux. Chaque geste a un sens. Chaque journée est une bataille douce, mais constante pour la survie. Mais ne vous y trompez pas. La vie il y a 10 000 ans, n'était pas un simple tableau paisible peint à grands traits romantiques. Elle était rude, imprévisible, souvent cruelle. Les blessures pouvaient être fatales, les hivers impitoyables, et la faim un visiteur régulier. Pourtant, dans cette austérité naissait une force, celle de hommes et de femmes qui savaient lire la terre, le vent et les étoiles qui pouvaient survivre avec presque rien et qui portaient en eux les germes de tout ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce monde que nous allons explorer ensemble. Pas celui des grands rois et des batailles épiques, mais celui du quotidien. Comment on se nourrissait, comment on aimait, comment on enterrait ses morts, comment on se protégeait du froid et des prédateurs, et surtout, comment déjà on rêvait, car même au cœur de l'âge de pierre, l'homme ne se contentait pas de vivre. Il cherchait à comprendre, à créer, à laisser une trace. Alors, prenez le temps. Oubliez un instant le confort de votre monde moderne et marchez avec moi sur ces sentiers de terre battue. Écoutez le froissement des peaux, le martèlement des outils sur la pierre, le murmure du vent dans les herbes hautes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie des humains d'il y a 10 millénaires, et vous verrez qu'en bien des points, ils ne sont pas si différents de nous. Il y a 10 000 ans, la planète venait tout juste de sortir d'un long hiver. La dernière grande période glaciaire, qui avait recouvert une bonne partie de l'hémisphère nord d'épaisses calottes de glace, battait en retraite. Les paysages changeaient à vue d'œil, ou presque. Pour nos ancêtres, qui vivaient au rythme des saisons, le changement n'était pas un phénomène soudain, mais une lente transformation perceptible au fil des générations. Dans les régions qui avaient été gelées pendant des millénaires, les prairies commençaient à se couvrir d'herbes hautes. Les fleurs sauvages, jusque-là rares, coloraient les clairières de touches jaunes et violettes. Les forêts, composées de pins, de bouleaux et de chênes, s'étendaient sur de nouveaux territoires, offrant abri et nourriture à une faune variée. Pour l'homme, ce bouleversement avait deux visages. D'un côté, c'était une bénédiction. Les rivières dégelaient plus tôt, les poissons abondaient, et les troupeaux de cerfs, de rennes et d'aurochs trouvaient davantage de pâturage. De l'autre, c'était une épreuve. Les grands animaux adaptés au froid, mammouths, rhinocéros laineux, bisons géants, disparaissaient peu à peu. Ces bêtes, sources de viande, de graisse, de peau et d'os, avaient été au cœur de l'économie de survie pendant des millénaires. Leur raréfaction obligeait les hommes à s'adapter, à diversifier leurs ressources et à perfectionner leurs techniques de chasse. La montée des températures changeait aussi la géographie. Des zones qui avaient été des plaines glacées se transformaient en marécages ou en lacs, modifiant les routes de migration et les lieux de campement.
Les hommes devaient réapprendre leur territoire, réinventer leur carte mentale. Car pour un chasseur-cueilleur, connaître l'emplacement d'un point d'eau, d'un bosquet de noisetiers ou d'une falaise à silex, c'était une question de vie ou de mort. À cette époque, l'homme n'était pas seul à s'adapter. Les prédateurs aussi modifiaient leurs habitudes. Les loups, ancêtres de nos chiens, suivaient parfois les campements humains attirés par les restes de nourriture. Certains furent apprivoisés, entamant une alliance qui allait changer à jamais le destin des deux espèces. Les grands félins, comme le lion des cavernes, se retiraient peu à peu vers des zones plus reculées, mais restaient une menace dans certaines régions. Ce monde en mutation n'était pas seulement une affaire de climat et de nature. Il influençait directement les structures sociales, les déplacements, les croyances et les liens entre les groupes. Car lorsque le paysage change, tout le reste suit. Et pour survivre, il fallait comprendre ce nouveau décor et apprendre à y jouer un rôle actif. Pour les communautés humaines de l'époque, l'observation de la nature était un savoir aussi précieux que la maîtrise du feu. Les anciens, souvent trop âgés pour suivre les longues chasses, transmettaient leur mémoire. La position des étoiles qui indiquait le changement de saison, le comportement des animaux annonçant une migration ou encore la couleur du ciel avant une tempête. Ces savoirs étaient l'équivalent d'une bibliothèque vivante, inscrite non pas dans des livres, mais dans les récits répétés autour du feu, gravés dans la mémoire collective. La disparition progressive des grands herbivores obligea les groupes à se tourner vers des proies plus petites, lièvres, chevreuils, oiseaux migrateurs. Cela demanda de nouvelles techniques, des arcs plus précis, des pièges plus ingénieux, des filets tressés avec soin. Les enfants apprenaient dès leur plus jeune âge à tendre des collets ou à lire les empreintes laissées dans la boue. Pour survivre, chaque membre du groupe devait devenir expert dans au moins un domaine. Traquer, cueillir, fabriquer ou protéger. Mais cette adaptation n'était pas seulement matérielle. Elle était aussi culturelle. Les changements climatiques inspiraient des récits mythologiques. Certains racontaient que les montagnes, autrefois endormies sous la neige, s'étaient réveillées et laissaient couler leur eau vers les plaines. D'autres voyaient dans la disparition des mammouths un signe divin, une punition ou une transformation du monde voulue par des forces invisibles. Ces mythes donnaient un sens à des bouleversements qui, autrement, auraient semblé chaotiques et inquiétants. Peu à peu, l'homme apprit à non seulement subir ces transformations, mais à les utiliser à son avantage. Les nouvelles zones fertiles attiraient le gibier et donc les chasseurs. Les rivières nouvellement formées devenaient des voies de déplacement, permettant aux groupes de voyager plus vite, d'échanger des outils, des coquillages ou même des pigments pour la peinture. On commençait à voir, dans certains endroits, de véritables réseaux d'échanges qui dépassaient le cadre d'un seul clan. Mais dans ce monde en mouvement, rien n'était jamais acquis. Les mêmes marais qui nourrissèrent le gibier pouvaient aussi piéger un chasseur imprudent. Les forêts denses offraient des ressources infinies, mais elles pouvaient aussi cacher des ennemis humains. Car si l'environnement changeait, les rivalités et les luttes pour les territoires, elles, restaient bien présentes. Ainsi, il y a 10 000 ans, l'homme vivait dans un équilibre fragile, toujours à la frontière entre abondance et pénurie, entre opportunité et danger. Et cet équilibre allait bientôt basculer, car une autre révolution se préparait, une transformation qui allait changer pour toujours la manière dont les hommes se nourrissaient, voyageaient et même pensaient le monde. À mesure que les générations se succédaient, une nouvelle relation avec le temps s'installait. Avant, les chasseurs-cueilleurs vivaient presque exclusivement dans l'instant. Il fallait trouver de quoi manger aujourd'hui, et demain viendrait avec son propre lot de défis. Mais maintenant, certains commençaient à penser plus loin. Les anciens racontaient comment, dans certaines vallées, les plantes repoussaient là où les graines étaient tombées l'année précédente. Quelques curieux commencèrent à semer volontairement ces graines près de leur campement, non pas par véritable agriculture, mais par intuition. Ce simple geste, presque anodin, portait en lui les germes une transformation profonde, celle du passage de la prédation à la production.
Les humains n'étaient plus seulement des chasseurs et des cueilleurs soumis aux caprices de la nature, ils devenaient timidement des partenaires dans ce cycle. Mais cette curiosité avait un prix. Plus un groupe restait longtemps au même endroit, plus il devenait vulnérable. Les campements fixes attiraient non seulement les animaux en quête de reste, mais aussi d'autres humains. Les tensions pouvaient éclater rapidement. Disputes pour une zone de pêche, embuscades pour voler des réserves de nourriture, conflits autour de sources d'eau. Dans ces conditions, la défense du groupe devenait aussi cruciale que la chasse. La vie, alors, se déroulait dans une constante alternance entre ouverture et méfiance. Le feu, qui réchauffait et protégeait des bêtes sauvages, pouvait aussi trahir la position d'un clan à des ennemis potentiels. Les chants et les danses, qui renforçaient la cohésion, pouvaient porter au loin et éveiller la convoitise. Les hommes de cette époque savaient que chaque geste pouvait nourrir ou mettre en danger. Ainsi se terminait cette première grande étape de leur histoire, celle d'un monde qui ouvrait et se recomposait sans cesse, forçant l'humanité à inventer, à s'adapter, à se réinventer. Mais ce n'était qu'un prélude, car ce qui allait suivre dans les millénaires à venir allait transformer non seulement leur quotidien, mais l'essence même de ce que signifiait être humain. Il y a 10 000 ans, le feu N n'était pas une découverte récente. Les humains le maîtrisaient déjà depuis des centaines de générations. Mais à cette époque, il n'était plus seulement un outil de survie. Il était devenu un symbole de pouvoir et de savoir-faire. Dans un campement, celui ou celle qui savait entretenir les braises, même sous la pluie battante, possédait un prestige considérable. Les foyers n'étaient même pas de simples amas de braises. Ils étaient construits avec soin. Des pierres plates, chauffées lentement, conservaient la chaleur pendant des heures, permettant de cuire la viande plus uniformément, d'assécher les peaux et même de réchauffer les corps engourdis durant les nuits glaciales. Le feu permettait aussi de fumer la nourriture, ce qui, pour la première fois, donnait la possibilité de conserver les provisions sur plusieurs jours. Un avantage inestimable lorsque la chasse était incertaine. Mais le feu avait un autre usage, plus stratégique. Dans certaines régions, les clans l'employaient pour façonner le paysage. Ils brûlaient volontairement de petites zones de végétation pour favoriser la repousse de certaines plantes comestibles ou attirer les grands troupeaux vers de nouvelles prairies. Cette technique primitive, appelée aujourd'hui brûlis, transformait déjà l'environnement et préparait, sans que les hommes le sachent, les bases de l'agriculture à venir. Cependant, si le feu représentait la chaleur et la lumière, la pierre incarnait la force et la précision. Les outils de silex atteignaient à cette époque un raffinement impressionnant. Pointe de flèches parfaitement symétriques, lame aussi tranchante qu'un couteau moderne, grattoir poli à force d'heures de travail. Certains artisans développaient des techniques complexes de taille par pression, en utilisant de LAOS ou du bois de cervidé pour détacher de minuscules éclats et affiner la lame. Ces outils étaient plus qu'utilitaires, ils étaient porteurs d'identité. La forme d'une pointe, la manière dont elle était fixée sur un manche, tout cela pouvait révéler l'origine d'un clan ou le style d'un artisan. Dans les échanges entre groupes, offrir un outil une qualité exceptionnelle était un signe de respect et parfois même un acte diplomatique. Et dans les mains expertes d'un chasseur, une lame bien faite pouvait signifier la différence entre un repas abondant ou une longue nuit à jeun. Dans certains campements, le feu devenait un point de rassemblement presque sacré. Les flammes, dansantes et imprévisibles, fascinaient les enfants qui s'asseyaient en cercle, écoutant les anciens raconter des histoires vieilles de plusieurs générations. C'était là, au bord des foyers, que se transmettait l'essentiel du savoir. Comment pister un animal blessé, reconnaître les plantes utiles ou repérer les signes avant-coureurs d'un orage. Mais le feu n'était pas seulement domestique, il pouvait être une arme. Dans les conflits entre tribus, on enflammait les broussailles pour dérouter l'ennemi, couper sa retraite ou masquer ses mouvements derrière un rideau de fumée. Ces tactiques rudimentaires, dangereuses, demandaient une parfaite connaissance des vents et du terrain. La pierre, elle aussi,
participaient à cet art de vivre et de survivre. Les éclats de silex et d'obsidienne servaient à fabriquer non seulement des armes, mais aussi des outils pour travailler le bois, tailler l'os ou préparer les peaux. Dans certaines régions volcaniques, l'obsidienne, noire et brillante, était si tranchante qu'une seule coupe pouvait sectionner la chair plus proprement qu'un scalpel moderne. Elle était rare, précieuse, et faisait l'objet d'un commerce sur des dizaines, parfois des centaines de kilomètres. Il existait aussi un savoir-faire discret, presque invisible pour l'œil non averti, celui du polissage. Certaines haches n'étaient pas simplement taillées, elles étaient lissées pendant des jours entiers avec du sable fin et de l'eau. Non seulement cela renforçait leur solidité, mais cela donnait à la lame une finition lustrée qui reflétait la lumière du soleil. Un détail esthétique qui, pour les hommes et femmes d'alors, avait probablement une dimension symbolique ou spirituelle. Au fil du temps, le feu et la pierre devinrent les deux piliers une technologie humaine encore primitive mais déjà ingénieuse. L'un apportait la chaleur, la lumière et la cuisson, l'autre offrait la coupe, la frappe et la construction. Ensemble, ils constituaient les prolongements naturels du corps humain et les garants de la survie. Certains indices archéologiques laissent penser que la maîtrise de ces deux éléments dépassait le simple aspect utilitaire. Dans des sites vieux de 10 000 ans, on a retrouvé des foyers aménagés de manière presque géométrique, entourés de pierres soigneusement choisies et disposées en cercle parfait. Était-ce seulement pour stabiliser le feu, ou bien le foyer avait-il aussi une dimension rituelle, peut-être liée à la croyance que les flammes étaient un lien entre le monde des vivants et celui des esprits? La pierre, elle, prenait parfois la forme d'objets qui semblaient dépourvus de fonctions pratiques. On a découvert des lames si fines et si délicatement travaillées qu'elles auraient été inutilisables pour couper quoi que ce soit. Leur perfection technique laisse penser qu'elles servaient de symboles de prestige, peut-être offerts lors d'alliances entre clans ou déposés dans des tombes, comme signe d'honneur. Le feu, quant à lui, devenait un marqueur de territoire. Dans les longues nuits d'hiver, voir une lueur à l'horizon signifiait que d'autres humains vivaient là-bas, quelque part dans l'obscurité. Cette lumière pouvait être accueillante ou menaçante selon les relations entre groupes. Elle était un signal, une déclaration silencieuse « Nous sommes ici, nous maîtrisons ce pouvoir ». Ainsi, pour les humains de cette époque, le feu et la pierre N étaient pas seulement des outils, ils étaient des symboles de civilisation, de puissance et parfois même de mystère. Ceux qui savaient les manier avaient un avantage décisif dans la grande lutte pour la survie, et leur savoir-faire allait façonner l'avenir de l'humanité pendant des millénaires. Il y a 10 000 ans, un bouleversement silencieux commença à s'opérer. Après des centaines de milliers d'années passées à errer au gré des saisons et des troupeaux, certains groupes humains décidèrent de s'arrêter et de rester. Cette décision, qui pourrait sembler anodine aujourd'hui, fut en réalité l'un des tournants majeurs de notre histoire. Les premières traces de villages apparaissent dans des régions fertiles où la terre offrait des récoltes abondantes, souvent près de rivières ou de lacs. Ces points d'eau étaient essentiels, non seulement pour boire, mais aussi pour pêcher, irriguer les cultures et faciliter les déplacements. Les maisons étaient encore simples, souvent circulaires, construites en bois, en torchis ou en pierre selon les ressources locales. Mais elles avaient quelque chose de nouveau. Elles n'étaient pas pensées pour être démontées. Elles étaient destinées à durer. Rester au même endroit signifiait aussi bâtir un chez-soi au sens que nous lui donnons au jour 8. Les foyers permanents, installés à l'intérieur ou juste devant les habitations, devenaient le cœur de la vie domestique. On y cuisinait, on s'y réchauffait, on y racontait des histoires à la nuit tombée, les flammes éclairaient les visages, et dans cet espace intime, les liens entre les membres du groupe se renforçaient. Mais cette sédentarisation n'était pas seulement une question de confort. Elle représentait un engagement profond envers un lieu, une terre. C'était accepter que la survie ne dépendrait plus uniquement de la chasse ou de la cueillette, mais aussi de la capacité à travailler et protéger un territoire.
Et avec ce choix venait un nouveau défi. Apprendre à vivre côte à côte, non plus seulement en famille élargie, mais au sein d'une véritable communauté. La vie dans ces premiers villages n'avait rien de figé ou de paisible. Les habitations rapprochées signifiaient que l'on partageait tout, les bonnes nouvelles, les repas, mais aussi les tensions. Un voisin pouvait devenir un allié indispensable lors d'une chasse, ou un rival redouté lorsqu'il s'agissait de répartir les ressources. Pourtant, cette proximité créait une solidarité nouvelle. On pouvait compter sur quelqu'un pour garder les enfants pendant qu'un groupe partait chercher du bois. Les plus âgés, qui autrefois auraient eu du mal à suivre les migrations saisonnières, trouvaient ici un rôle central. Ils transmettaient leur savoir, soignaient les malades avec des plantes, racontaient les récits fondateurs du clan autour du feu. Les foyers permanents prenaient alors une valeur presque sacrée. Chaque feu, alimenté jour après jour, devenait le symbole de la continuité du groupe. On ne le laissait jamais s'éteindre, ces haies étaient un lien vivant avec les ancêtres et une promesse de chaleur et de nourriture pour les jours à venir. Dans certaines cultures, un feu commun était entretenu au centre du village, où chacun pouvait venir chercher des braises pour rallumer son propre foyer. Cette sédentarisation avait aussi un autre effet. Elle permettait l'accumulation. On commença à fabriquer plus d'objets que ce qui pouvait tenir dans un simple paquet porté sur le dos. Les poteries, par exemple, firent leur apparition. Idéales pour stocker de l'eau, des graines ou des aliments séchés, elles représentaient un pas immense vers la sécurité alimentaire. Mais elles étaient aussi fragiles, et leur création demandait un savoir-faire précis, ce qui augmentait la valeur des artisans au sein du groupe. En se posant sur un même sol, année après année, ces premiers habitants créaient bien plus qu'un village. Ils bâtissaient une mémoire commune, un héritage que leurs enfants allaient continuer à enrichir. Vivre ensemble de manière permanente obligeait à inventer des règles implicites, puis explicites. Les premiers codes sociaux naissaient peut-être autour de décisions simples. Qui allait puiser l'eau? Qui devait surveiller les réserves de nourriture? Comment répartir la viande d'un gros animal chassé par plusieurs groupes? Mais à mesure que les villages s'agrandissaient, ces règles se faisaient plus précises et surtout plus nécessaires. Le troc devint un élément central de la vie communautaire. On échangeait des outils en pierre contre des poteries, des potanés contre du grain. Ces transactions ne se limitaient pas au village. Les habitants prenaient parfois la route pour rencontrer des ou autres communautés et échanger des ressources rares comme des pierres précieuses du sel ou des pigments pour la peinture corporelle et les décorations rituelles. Ces voyages étaient l'occasion de découvrir de nouvelles techniques, mais aussi d'établir des alliances ou de rencontrer des ennemis, car le danger restait omniprésent. Un village, avec ses réserves et ses foyers pleins de vie, pouvait attirer la convoitise d'un groupe affamé. C'est ainsi que naquirent les premières stratégies de défense, fossés, palissades, tours de guet rudimentaires. Les conflits pouvaient éclater pour l'accès à un point d'eau, pour un terrain fertile ou même pour venger un affront. La violence faisait partie de ce monde, mais elle cohabitait avec un besoin croissant de paix et de coopération. Dans ces premiers noyaux de société humaine, chaque décision, qu'il s'agisse de planter des graines, de partager un repas ou de repousser un groupe hostile, était lourde de conséquences. La survie dépendait de l'équilibre fragile entre l'autonomie et la solidarité, entre l'ouverture au monde extérieur et la protection du cercle intime. Et déjà, dans la chaleur d'un foyer à l'abri du vent, les hommes et les femmes il y a 10 000 ans, comprenaient qu'ils avaient commencé à bâtir quelque chose qui allait changer la face du monde. Un chez-soi. Il y a 10 000 ans, un simple morceau de pierre pouvait décider de la survie d'un groupe. La fabrication des outils était pas seulement un savoir-faire. Ces était un art transmis de génération en génération, affiné par des années d'observation et de pratique. Les éclats de silex, taillés avec précision, devenaient des lames tranchantes, fixées à des manches en bois par des ligatures de tendons ou de fibres végétales. Chaque geste comptait, car un outil bien fait pouvait durer plusieurs saisons,
tandis qu'un outil mal façonné pouvait se briser au moment critique, compromettant une chasse ou une récolte. Mais les humains ne se contentaient pas de reproduire les mêmes formes. L'expérimentation faisait partie intégrante de leur quotidien. Certains testèrent de nouvelles formes de pointes de flèches, d'autres combinaient plusieurs matériaux pour améliorer la résistance. On apprenait à durcir le bois au feu, à polir les lames pour réduire la friction, à inventer des systèmes d'emmanchement plus stables. Ces petites innovations, à première vue modestes, changeaient profondément la manière dont on chassait, pêchait ou préparait la nourriture. Les armes, elles aussi, étaient en constante évolution. Si l'arc et la flèche existaient déjà dans certaines régions, leur diffusion restait limitée. Dans bien des endroits, la sagaie, longue lance projetée à la main ou à elle, aide un propulseur, restait l'aile d'outil de chasse principale. Les chasseurs savaient adapter leurs armes aux proies visées. Flèches fines pour les oiseaux, lances lourdes pour les grands herbivores, harpons dentelés pour les poissons. Cette capacité à ajuster les outils aux besoins précis montrait un sens aigu de observation et une compréhension fine des matériaux disponibles. Ces objets, bien que rudimentaires à nos yeux modernes, représentaient un triomphe de l'intelligence humaine face aux défis de l'environnement. Et dans chaque éclat de pierre, chaque manche polie par les mains, se lisait l'histoire silencieuse d'un peuple qui refusait de subir le monde et qui, patiemment, apprenait à le façonner. Les humains de cette époque comprenaient que chaque saison imposait ses propres lois. Un outil efficace en été pouvait devenir inutile en hiver, et inversement. Ainsi, la panoplie d'un chasseur ou d'un artisan changeait au fil des mois, s'ajustant aux ressources disponibles et aux menaces qui rôdaient. Lorsque les rivières gelaient et que les proies migraient, on rangeait les filets légers et on ressortait les pointes robustes capables de transpercer las épaisses fourrures des animaux hivernaux. Dans les zones forestières, les outils se spécialisaient pour couper, creuser et manipuler le bois. Haches polies, herminettes, coins de fendage. Les habitants des régions côtières, eux, perfectionnaient des instruments conçus pour dompter l'eau. Harpons multiples, paniers à poissons tressés, ancres rudimentaires taillées dans la pierre. Plus au nord, les populations fabriquaient des traîneaux simples et des patins improvisés pour se déplacer plus rapidement sur la neige et la glace, utilisant parfois des os polis pour glisser. Ce qui frappait, c'était la capacité à tirer parti de tout ce que la nature offrait. L'os, creux et léger, devenait aiguille ou sifflet. La corne, solide et souple, servait de récipient ou de poignée. La pierre, dure et tranchante, se transformait en lame, en marteau, en hache. Rien n'était laissé au hasard, et chaque objet avait souvent plusieurs usages. Cette polyvalence permettait non seulement de voyager plus léger, mais aussi de réduire le risque de se retrouver démuni en cas de perte ou de casse. Il faut imaginer ces gestes précis, ces mains tannées par le froid ou le soleil, qui façonnaient des outils en pensant aux semaines à venir. Rien n'était improvisé. Tout, dans la conception comme dans l'utilisation, témoignait d'une compréhension intime des cycles naturels. Les humains il y a 10 000 ans étaient pas simplement des survivants. Ils étaient des ingénieurs du quotidien capables anticiper les besoins et y préparer bien avant que le besoin ne se fasse sentir. Dans ce monde où la survie dépendait de l'ingéniosité, les savoir-faire n'étaient là pas seulement des compétences. Ils étaient un héritage, transmis de génération en génération avec un soin presque sacré. Chaque outil, chaque arme, chaque objet de la vie quotidienne portait en lui la mémoire des gestes qu'il avait façonnés, la somme des petites améliorations accumulées au fil des ans. Autour du feu, les plus anciens montraient aux plus jeunes comment tailler une lame pour qu'elle reste tranchante plus longtemps, comment lisser une pointe de bois durcie au feu pour qu'elle perce mieux, ou comment tresser des fibres végétales de manière à obtenir une corde souple mais incassable. Rien n'était laissé au hasard. Un simple mouvement de poignet, une pression au bon endroit sur la pierre, un angle précis au moment de la taille, pouvaient faire toute la différence entre un outil efficace et un objet inutile. La transmission se faisait par l'observation et la répétition, mais aussi par l'histoire.
On racontait comment un ancêtre avait inventé un nouveau type de hameçon après avoir observé la manière dont un poisson S était échappé. Comment une communauté entière avait survécu à un hiver rigoureux grâce à la modification D, un piège à gibier. Ces récits mêlaient technique et légende, inscrivant chaque innovation dans une mémoire collective qui renforçait le lien entre les individus. Il y avait aussi de la place pour l'expérimentation. Les plus habiles n'hésitaient pas à tenter de nouvelles formes, de nouvelles matières, parfois au risque de l'échec. Et lorsque l'un de ces essais portait ses fruits, il devenait aussitôt un nouveau standard adopté par tous. C'était une forme d'innovation lente, patiente, mais continue. Et c'est sans doute cette capacité à transmettre et à perfectionner sans relâche qui permit aux humains de cette époque de SC adaptés à des environnements aussi variés qu'imprévisibles. Dans cette société, le savoir-faire N n'était pas seulement une question de survie, C était une marque D, identité, un lien entre les générations, un pont entre le passé et l'avenir. Chaque outil façonné à la lumière du feu de camp était à la fois un geste D au jour, oui, et un écho des millénaires passés. Et tentant D, imaginez nos ancêtres de 10 000 ans comme des groupes D et égal à égal, où chacun participait simplement à la survie commune. La réalité était plus nuancée. Dans chaque communauté, une organisation sociale prenait forme, parfois discrète, parfois affirmée. Ce n'étaient pas encore les structures rigides des royaumes ou des empires, mais déjà, un certain ordre gouvernait les relations humaines. Souvent, un chef se détachait, pas nécessairement le plus fort physiquement, mais celui dont la parole avait du poids. Cela pouvait être un chasseur expérimenté, qui connaissait les saisons et les habitudes des animaux mieux que quiconque, ou un ancien, dépositaire des traditions et des récits fondateurs, ou encore une femme respectée pour sa sagesse, sa connaissance des plantes médicinales et des naissances. Elle, autorité, venait moins de la force que de la compétence et du respect gagnés au fil du temps. Cette hiérarchie implicite se manifestait dans des détails que seuls les membres du groupe pouvaient lire. La position autour du feu, l'ordre de parole lors des discussions, la responsabilité d'annoncer les décisions. Les alliances familiales jouaient aussi un rôle. Certaines lignées transmettaient leur influence sur plusieurs générations, tissant un réseau invisible de pouvoir et d'influence. Mais cette organisation restait souple. Un chef contesté pouvait perdre son statut si ses choix mettèrent le groupe en danger. Dans un monde où l'adaptation rapide était vitale, l'autorité ne pouvait pas s'enfermer dans la rigidité. Les décisions se prenaient souvent collectivement, autour du feu, chacun apportant son point de vue, même si, en fin de compte, un leader tranchait. Les rituels et les croyances renforçaient ce tissu social. Certains membres, considérés comme ayant un lien particulier avec le monde invisible, les chamans ou guérisseurs, occupaient une place à part, ni tout à fait au sommet, ni complètement en dehors de la hiérarchie. Ils étaient respectés et parfois craints, leurs paroles ayant un poids qui pouvait orienter la vie du groupe. Ainsi, même sans palais, sans trône et sans couronne, ces sociétés savaient déjà organiser le pouvoir, répartir les responsabilités et maintenir un équilibre fragile entre liberté individuelle et cohésion collective. Un équilibre qui, dans les environnements hostiles de l'époque, pouvait signifier la différence entre la survie et la disparition. Pour un humain de 10 000 ans, la frontière entre le monde visible et l'invisible était mince, presque inexistante. Les montagnes n'étaient non pas de simples blocs de pierre. Elles avaient une âme. Les rivières murmuraient des messages. Les animaux portaient en eux un esprit que l'on pouvait honorer, apaiser ou invoquer. Ce N n'était pas une superstition naïve. Ces E était une manière cohérente de lire le monde, forgée par des millénaires d'observations attentives. Quand un orage éclatait, on n'y voyait pas seulement un phénomène météorologique, mais la manifestation d'une puissance supérieure qui exprimait sa colère ou sa bienveillance. Chaque élément, vent, feu, eau, pierre,
avaient un rôle et une place dans l'équilibre du monde. Ces croyances prenaient vie à travers des rituels. Certains se déroulaient en toute simplicité, autour du feu. Un chant répété, un geste précis, quelques herbes brûlées dont la fumée portait des prières vers le ciel. D'autres étaient spectaculaires, danse collective jusqu'à l'épuisement, peinture corporelle qui transformait les participants en figures mythiques, offrandes laissées dans des lieux considérés comme sacrés. Ces rites n'étaient pas seulement religieux, ils cimentaient la communauté. Chacun savait à quoi il appartenait, chacun participait à quelque chose de plus grand que lui. Les enfants y étaient initiés tôt, apprenant les chants, les gestes et les histoires qui accompagnaient chaque célébration. Dans presque chaque groupe, un ou plusieurs individus endossaient le rôle de chaman, guérisseur ou sage. Ils portaient souvent des marques distinctives, plumes, colliers d'os, peintures rares. Leur fonction était pas seulement de soigner ou de guider spirituellement, ils étaient les gardiens des récits fondateurs, ceux qui expliquaient pourquoi le monde est tel qu'il est et comment est-ce y comporter pour rester en harmonie. Leur savoir passait par la parole, jamais par l'écrit. Chaque récit, chaque vision était transmis de mémoire et parfois modifié subtilement pour s'adapter aux besoins du moment. Ainsi, la croyance restait vivante, évolutive, toujours connectée aux réalités changeantes du groupe. Pour un humain vivant il y a 10 000 ans, le monde était habité d'âmes et d'esprits invisibles. Les montagnes, les forêts, les rivières, rien n'était inerte. Chaque élément portait une force mystérieuse, capable d'aider ou de nuire. Un orage, par exemple, n'était pas simplement un jeu de nuages et d'électricité. C'était une puissance qui se manifestait, un signe à interpréter. Le vent lui-même pouvait être porteur d'un message, et le feu, compagnon précieux, était parfois considéré comme un être vivant qu'il fallait nourrir et respecter. Ces croyances ne restaient pas de simples pensées, elles prenaient corps dans des rituels, parfois intimes, parfois grandioses. On pouvait se rassembler en silence autour d'un feu, chanter des paroles répétées depuis des générations, faire brûler des herbes dont la fumée montait vers le ciel comme une prière. Lors de certaines occasions, tout le groupe participait à des danses qui duraient jusqu'à l'aube, le corps couvert de peintures et de symboles, les voix se mêlant dans un rythme hypnotique. Ci était autant un acte de foi qu'un lien social. On se souvenait ensemble de qui on était et à quoi on appartenait. Au cœur de cette vie spirituelle, il y avait des figures à part, chamans, guérisseurs, sages. Ils connaissaient les plantes qui soignent, les chants qui apaisent, les histoires qui expliquent l'origine des choses. Leurs paroles étaient écoutées comme on écoute une vérité ancienne. Ils avaient le pouvoir de guider, de réconcilier, parfois même de décider du destin d'un individu. Rien de ce qu'ils savaient n'était écrit. Tout passait par la mémoire, la parole, le geste. Et chaque récit, chaque mythe, pouvait légèrement changer au fil du temps, comme s'il respirait encore. L'art, pour un humain d'il y a 10 000 ans, n'était pas un luxe ni une distraction. C'était une nécessité. C'était une manière de laisser une empreinte, de transmettre un message ou de dialoguer avec ce qui échappait à la compréhension. Les parois des grottes étaient parfois des livres ouverts, où chaque trait racontait une histoire. On y voyait des silhouettes d'animaux aux contours vibrants, des scènes de chasse figées dans un mouvement éternel, des mains négatives projetées au pochoir comme pour dire « J'ai été là, je fais partie de ce monde ». Les couleurs venaient de la terre elle-même. Des ocres rouges et jaunes, du charbon noir, des pigments broyés dans des coquillages ou des pierres creuses. Chaque teinte portait une signification. Le rouge pouvait évoquer le sang, la vie, la force, le noir, la nuit, le mystère ou la mort. Et peindre n'était pas toujours un geste spontané. Il fallait préparer la surface, moudre la poudre, mélanger les ingrédients avec de la graisse animale pour fixer les pigments. Tout cela demandait du temps et de la patience, signe que ces images comptaient vraiment.
Mais l'art ne se limitait pas aux grottes. Les corps eux-mêmes devenaient toiles. Les tatouages, les scarifications, les parures de plumes, de dents ou de coquillages racontaient qui l'on était. Un chasseur, une mère, un chef, un jeune initié. Certaines décorations étaient portées pour protéger, d'autres pour séduire, d'autres encore pour montrer que l'on avait franchi une épreuve. Et puis il y avait la musique. Des flûtes en os, des tambours faits de peau tendue, des instruments à cordes rudimentaires. Les sons se mêlaient aux chants et aux battements de pieds sur le sol, créant des instants suspendus où l'on se sentait uni au groupe et au monde invisible. La transmission du savoir, il y a 10 000 ans, n'était pas écrite dans des livres ni conservée sur des tablettes. Elle vivait dans les voix, dans les gestes, dans la mémoire partagée autour des feux de camp. Les anciens, détenteurs d'une expérience précieuse, étaient les bibliothèques vivantes du groupe. Leur rôle était d'enseigner comment reconnaître les pistes d'un animal, comment sentir l'odeur de la pluie avant qu'elle ne tombe, comment se souvenir de la position des étoiles pour retrouver le chemin dans l'obscurité. Chaque mot qu'ils prononçaient était une graine de survie, plantée dans l'esprit des plus jeunes. Ces histoires n'étaient pas de simples récits. Elles mêlaient le réel et le mythique, transformant des faits pratiques en légendes captivantes. Ainsi, un récit sur la migration des bisons pouvait devenir histoire un esprit géant guidant le troupeau, tandis qu'un avertissement sur un lieu dangereux prenait la forme une épopée où un héros imprudent subissait la colère des esprits de la montagne. Cette fusion entre le concret et imaginaire n'était pas une naïveté. Elle permettait à la mémoire de S, accrochée aux images, de retenir les leçons bien plus efficacement que par des mots bruts. La transmission passait aussi par les mains. Un jeune apprenait à tailler un outil en observant le geste précis du maître tailleur, en sentant la vibration de la pierre qui cède au bon angle, en comprenant par la pratique où frapper et où ne pas frapper. Une femme expérimentée montrait comment tresser une corde solide, préparer un remède à partir d'écorce ou conserver de la viande pour l'hiver. Rien était laissé au hasard. Chaque compétence transmise renforçait la survie du groupe et tissait un lien invisible entre les générations. La spiritualité, il y a 10 000 ans, n'était pas cantonnée à quelques rituels isolés. Elle imprégnait chaque geste de la vie quotidienne. Le lever du soleil pouvait être salué par un chant, le partage d'un repas devenait un acte sacré et le simple fait de boire à une source claire accompagnait parfois une parole adressée à esprit de Les hommes et les femmes ne faisaient pas la différence nette que nous établissons aujourd'hui entre le spirituel et le pratique. Pour eux, l'un et l'autre étaient profondément liés, comme deux fils d'une même tresse. Les esprits habitaient partout, dans les rochers, dans les arbres, dans les rivières et les nuages. Une montagne imposante pouvait être considérée comme l'ancêtre d'un clan. Un animal chassé était remercié par des offrandes afin que son esprit ne se fâche pas et continue de se présenter à la tribu. Ces croyances, loin d'être de simples superstitions, renforçaient un lien harmonieux avec l'environnement. Elles enseignaient la mesure. On ne prenait pas plus que ce qui était nécessaire, par crainte de déséquilibrer le monde invisible. Les rites rythmaient l'année et les événements importants. On célébrait la naissance d'un enfant par des chants et des danses, non seulement pour le présenter à la communauté, mais aussi pour demander la protection des ancêtres. Les chasseurs partirent parfois plusieurs jours avant une expédition pour se purifier, jeûner, se peindre le corps, se couvrir de symboles censés leur assurer force et chance. Les guérisseurs, eux, mêlaient remèdes naturels et invocations, persuadés que soigner un corps nécessitait aussi de soigner l'âme. Dans ce monde, la mort n'était pas une fin brutale, mais un passage. On déposait des objets dans les tombes, outils, parures, nourriture, comme si la personne continuait son voyage ailleurs. Ces gestes, répétés des centaines de fois au fil des générations, façonnaient une vision du monde où chaque vie, humaine ou animale, faisait partie d'un cycle sacré que l'on devait honorer. Les relations sociales, il y a 10 000 ans,
reposait sur un équilibre délicat entre la solidarité indispensable à la survie et les tensions inévitables dans de petites communautés. Chaque membre d'un groupe avait un rôle bien défini. Certains étaient habiles chasseurs, d'autres excellents cueilleurs, d'autres encore détenteurs d'un savoir précieux sur les plantes, les saisons ou les traditions. Cette répartition des tâches n'était pas seulement fonction des capacités physiques, elle tenait aussi compte de l'expérience, de l'âge et parfois de l'aura personnelle que dégageait un individu. La parole avait une valeur immense. Les décisions importantes se prenaient souvent autour d'un feu, dans un cercle où chacun pouvait s'exprimer, mais où les anciens, détenteurs de la mémoire collective, avaient un poids particulier. Les récits qu'ils transmettaient n'étaient pas de simples histoires, c'étaient des leçons codées, des avertissements, des cartes mentales permettant de naviguer dans un monde vaste et parfois hostile. Écouter ces histoires, c'était apprendre à vivre, à éviter les dangers, à comprendre les signes de la nature. Les conflits existaient, bien sûr. Querelles sur la répartition des ressources, tensions liées aux alliances ou à la jalousie. Mais dans un univers où l'isolement signifiait souvent la mort, on cherchait presque toujours la réconciliation. Des rituels de paix pouvaient être organisés. Partager un repas, échanger des cadeaux symboliques, accomplir un geste qui marquait la fin de la dispute. Les liens tissés entre individus formaient ainsi une toile invisible qui maintenait la cohésion du groupe. L'hospitalité avait aussi une valeur sacrée. Accueillir un étranger, c'était non seulement l'aider à survivre, mais aussi agrandir le cercle des alliés potentiels. Les visites d'autres clans donnaient lieu à des échanges. Outils, parures, savoir-faire, mais aussi chants, danses et histoires. Ces moments de rencontre, rares mais intenses, permettaient d'ouvrir des portes vers d'autres modes de vie, d'autres manières de voir le monde. L'art, il y a 10 000 ans, n'était pas une distraction ou un luxe réservé aux moments de loisirs. Il était profondément lié à la vie quotidienne, aux croyances et à l'identité du groupe. Dans les grottes, sur des rochers à ciel ouvert ou sur des objets du quotidien, les hommes et les femmes gravaient, peignaient, sculptaient. Chaque forme, chaque trait avait une raison d'être, qu'il s'agisse de raconter une histoire, de marquer un événement ou d'invoquer une force invisible. Les pigments étaient extraits de la terre, du charbon ou de minéraux broyés, puis mêlés à de la graisse animale ou de l'eau. Ce mélange, appliqué avec les doigts, des pinceaux rudimentaires ou même soufflé à travers un os creux, donnait naissance à des images qui ont traversé les millénaires. Ces œuvres n'étaient pas toujours figuratives. Certaines représentaient des animaux majestueux, d'autres des silhouettes humaines, stylisées, mais beaucoup utilisaient aussi des formes abstraites, peut-être pour représenter des concepts ou des forces que les mots ne pouvaient pas décrire. Dans certains cas, les parois peintes étaient des lieux sacrés où l'on revenait génération après génération, comme si ces images étaient des portes entre le monde visible et un monde caché. L'art se portait aussi sur le corps. Les parures faites de coquillages, de dents d'animaux, de pierres polies ou de perles façonnées à la main n'étaient pas seulement décoratives. Elles disaient quelque chose sur celui qui les portait, son statut, ses exploits, ses alliances. Les tatouages, réalisés avec des pigments insérés sous la peau, pouvaient être des marques d'appartenance ou de protection. Les coiffures, parfois complexes, jouaient elles aussi un rôle symbolique. La musique et la danse accompagnaient presque toutes les grandes étapes de la vie. Des flûtes en os, des tambours en peau tendus sur un cadre de bois, des hochets faits de graines séchées résonnaient au rythme des cérémonies. La dansaine n'était pas seulement une expression de joie. Elle pouvait imiter le mouvement des animaux pour attirer la chance à la chasse ou représenter les cycles de la nature pour en assurer la continuité. Dans ces gestes et ces sons, on percevait l'essence d'un monde où l'art, la foi et la survie ne faisaient qu'un. Dans ces sociétés anciennes, la spiritualité n'était pas une activité séparée du reste de la vie. Elle imprégnait chaque geste, chaque décision, chaque mouvement du jour et de la nuit. Les hommes et les femmes
voyaient dans le monde qui les entourait une toile d'esprits et de forces invisibles, capables d'influencer la chasse, la santé, les récoltes ou la naissance des enfants. Un rocher isolé pouvait être considéré comme la demeure d'un ancêtre, une source comme le cadeau d'un esprit bienveillant, un orage comme la manifestation d'une colère divine. Cette vision du monde donnait un sens profond aux épreuves et aux réussites, tout en tissant une relation intime entre les communautés et leur environnement. Les rituels jouaient un rôle central. Certains étaient simples. Un murmure avant de lancer une lance, un geste précis avant de cueillir une plante médicinale, un morceau de viande laissé sur un autel improvisé pour remercier l'esprit du gibier. D'autres étaient plus élaborés. Des danses rythmées par le battement des tambours, des peintures corporelles aux pigments rouges et ocres, des chants répétés jusqu'à l'épuisement pour entrer dans un état de transe. Ces moments collectifs servaient autant à renforcer la cohésion du groupe qu'à se sentir relié à quelque chose de plus grand que soi. La mort elle-même n'était pas perçue comme une fin, mais comme un passage. Les corps étaient parfois enterrés avec soin, accompagnés d'objets personnels, un outil favori, un collier de dents d'animaux ou une lame finement taillée. Ces offrandes traduisaient la croyance que le défunt continuerait à chasser, à se vêtir et à se défendre dans un autre monde. Les vivants, eux, gardaient un lien avec les morts à travers des cérémonies, des histoires ou des visites régulières aux lieux d'inhumation. Dans ces sociétés anciennes, la spiritualité n'était pas une activité séparée du reste de la vie. Elle imprégnait chaque geste, chaque décision, chaque mouvement du jour et de la nuit. Les hommes et les femmes voyaient dans le monde qui les entourait une toile d'esprits et de forces invisibles, capables d'influencer la chasse, la santé, les récoltes ou la naissance des enfants. Un rocher isolé pouvait être considéré comme la demeure d'un ancêtre, une source comme le cadeau d'un esprit bienveillant, un orage comme la manifestation d'une colère divine. Cette vision du monde donnait un sens profond aux épreuves et aux réussites, tout en tissant une relation intime entre les communautés et leur environnement. Les rituels jouaient un rôle central. Certains étaient simples, un murmure avant de lancer une lance, un geste précis avant de cueillir une plante médicinale, un morceau de viande laissé sur un autel improvisé pour remercier l'esprit du gibier. D'autres étaient plus élaborés, des danses rythmées par le battement des tambours, des peintures corporelles aux pigments rouges et ocre, des chants répétés jusqu'à l'épuisement pour entrer dans un état de transe. Ces moments collectifs servaient autant à renforcer la cohésion du groupe qu'à se sentir relié à quelque chose de plus grand que soi. La mort elle-même n'était pas perçue comme une fin, mais comme un passage. Les corps étaient parfois enterrés avec soin, accompagnés d'objets personnels, un outil favori, un collier de dents d'animaux ou une lame finement taillée. Ces offrandes traduisaient la croyance que le défunt continuerait à chasser, à se vêtir et à se défendre dans un autre monde. Les vivants, eux, gardaient un lien avec les morts à travers des cérémonies, des histoires ou des visites régulières aux lieux d'inhumation. Dans les campements et les abris, les parois racontaient des histoires silencieuses. Les fresques peintes sur la pierre ne représentaient pas seulement des scènes de chasse ou des silhouettes humaines. Elles étaient un langage, une mémoire visuelle où chaque trait, chaque couleur, portait un sens connu de tous. Les animaux dessinés semblaient parfois flotter dans un espace irréel, comme s'ils appartenaient autant au monde physique qu'au monde des esprits. Les pigments étaient soigneusement préparés, souvent mêlés à de la graisse animale ou à de la cendre, pour que les couleurs tiennent dans le temps. Ces créations n'étaient pas de simples divertissements. Elles participaient à un dialogue invisible avec le sacré. Peindre un troupeau de bisons sur une paroi, c'était parfois invoquer leur venue pour la prochaine chasse. Graver une silhouette humaine, c'était peut-être honorer un ancêtre, ou rappeler l'exploit d'un chasseur. Les artistes, bien qu'anonymes à nos yeux, occupaient probablement une place particulière dans la société, celle de gardiens de la mémoire collective et de passeurs des histoires. L'art s'exprimait aussi dans les objets quotidiens.
Un simple outil pouvait être orné de motifs géométriques, un vêtement rehaussé de perles ou de coquillages. Chaque ornement, chaque décoration ajoutée à un objet utile, témoignait d'un soin qui dépassait la fonction pratique. Dans ces gestes, on percevait le désir universel de beauté et de sens, même au cœur d'une existence souvent rude et incertaine. À cette époque, les distances n'étaient pas seulement mesurées en jours de marche ou en rivières traversées, mais en liens tissés entre les groupes. Dans les vastes plaines comme dans les vallées encaissées, des sentiers invisibles reliaient les campements, tracés par le passage répété des pieds nus, des sandales de fibres ou des pas d'animaux apprivoisés. Ces chemins n'étaient même pas de simples itinéraires physiques. Ils portaient les échos de rencontres passées, de promesses faites au coin du feu, d'alliances scellées par l'échange d'objets rares. Le troc était bien plus qu'un acte économique. Il représentait un langage silencieux où chaque bien remis avait sa valeur matérielle mais aussi symbolique. Une poignée d'obsidienne pouvait devenir la clé d'une alliance. Un collier de coquillages marins trouvé à des centaines de kilomètres de la mer pouvait servir de présent lors d'une négociation délicate. Ces échanges voyageaient souvent plus vite que les hommes eux-mêmes, passant de main en main, reliant entre elles des communautés qui ne se connaissaient peut-être pas directement. Lors de ces rencontres, on ne partageait pas seulement des biens, on partageait des histoires, des chants, des savoir-faire. Un groupe pouvait apprendre à une autre communauté comment tailler plus efficacement une pointe de flèche, tandis que ses hôtes lui révélaient les usages d'une plante médicinale inconnue. Le troc était aussi une forme d'ouverture vers l'ailleurs. À travers lui, les peuples pouvaient toucher un monde plus vaste que celui qu'ils voyaient chaque jour. Lorsque deux groupes humains se rencontraient, l'échange ne portait pas seulement sur des pierres taillées, des pots tannés ou des paniers remplis de graines. Souvent, il s'agissait d'un moment où se jouait un autre type de pacte, bien plus intime et durable, celui du sang et de la parenté. Les mariages arrangés entre clans n'étaient pas simplement des unions individuelles, mais de véritables traités d'alliance, forgés dans la chair et la mémoire des familles. Un mariage entre deux groupes permettait de sceller la paix après un conflit ou d'ouvrir la voie à un partage plus régulier des ressources. Il offrait aussi un filet de sécurité dans un monde où les saisons pouvaient être capricieuses et les récoltes incertaines. Un clan allié, même éloigné, représentait une promesse d'aide en cas de famine, de maladie ou d'attaque. Les festivités entourant ces unions duraient parfois plusieurs jours, ponctuées de chants, de danses et de banquets improvisés avec tout ce que les environs pouvaient offrir. Au cœur de ces célébrations, chaque geste portait une signification. Le don d'un manteau en fourrure, par exemple, symbolisait la protection que la famille offrait à la nouvelle mariée. Le partage d'une boisson fermentée pouvait signifier la volonté de boire la vie ensemble, de s'unir dans la prospérité comme dans l'épreuve. Les enfants nés de ces unions devenaient des ponts vivants entre deux mondes, parlant parfois deux dialectes et héritant de deux cultures qu'ils portaient comme un double héritage. 2 fois par an, parfois plus, les clans se retrouvaient sur des lieux précis qui servaient de points de repère immuables dans l'immensité du paysage. Ces lieux avaient souvent une signification particulière. Un grand rocher en forme d'animal, une source sacrée ou une clairière où poussaient des plantes rares. Ces rassemblements n'étaient pas improvisés. Ils étaient attendus avec impatience pendant des semaines, parfois même préparés des mois à l'avance. C'était à la fois une foire, un festival, une réunion diplomatique et une célébration religieuse. On y venait pour échanger des outils de pierre polie, des coquillages venus de la mer, des pigments minéraux aux couleurs vibrantes, mais aussi pour écouter les histoires des autres, apprendre de nouvelles chansons ou découvrir des techniques inconnues pour chasser ou fabriquer des vêtements. Les conteurs, figure centrale de ces événements, transmettait à voix haute les exploits des ancêtres, gravant dans les mémoires collectives des récits qui devenaient le ciment invisible de l'identité commune. Au-delà des biens matériels, ces rassemblements renforçaient les liens entre groupes éloignés. On s'y engageait dans de nouvelles alliances. On y mariait parfois des jeunes gens et l'on réglait pacifiquement d'anciens différends. La nuit autour des feux, les danses collectives battaient le rythme du monde ancien.
Le sol tremblait sous les pas, les champs montaient vers les étoiles, et chacun ressentait, ne serait-ce qu'un instant, la force d'appartenir à une humanité partagée. Pour les humains de cette époque, chaque élément de la nature était porteur d'une présence invisible. Le vent N n'était pas seulement un mouvement DR, il pouvait être la respiration D, un esprit ancien. La rivière qui serpentait entre les collines NA était Pakaha, une source DO. Elle possédait une mémoire, un savoir accumulé au fil de son cours. Les rochers, les arbres, les animaux, tout semblait doté d'une intention propre, d'un caractère qu'il fallait comprendre et respecter. Ces croyances ne relevaient pas d'un système figé de dogmes, mais d'une relation intime et quotidienne avec le monde. L'observation attentive des saisons, du comportement des animaux, des couleurs du ciel ou des formes des nuages, nourrissait une compréhension instinctive de L, équilibre fragile entre l'homme et son environnement. On ne prélevait jamais plus que nécessaire, non par simple prudence, mais par conscience que tout déséquilibre pouvait attirer le courroux des forces invisibles. Les anciens, considérés comme les gardiens du savoir, racontaient comment un geste mal interprété par la nature pouvait avoir des conséquences sur la chasse, la santé ou même la paix entre les clans. Ils enseignaient aux plus jeunes les signes à reconnaître, le cri soudain d'un oiseau au crépuscule, la manière dont la lune se reflète dans l'eau ou le silence anormal de la forêt. Chaque détail était porteur de sens, comme un langage secret qu'il fallait savoir déchiffrer. Lorsque la communauté sentait que l'équilibre avec le monde invisible pouvait être menacé, elle organisait des cérémonies qui tenaient autant du théâtre sacré que de la nécessité vitale. Les feux étaient allumés à la tombée de la nuit, leurs flammes dansant comme des messagers entre le ciel et la terre. Les tambours résonnaient dans l'air froid, imitant le battement d'un cœur géant, comme pour rappeler que tous partagèrent la même pulsation. Les participants portaient des parures faites de plumes, de peintures et de peaux, chaque élément ayant une signification précise. Une plume rouge pouvait symboliser la bravoure d'un guerrier disparu, une ligne noire tracée sur le visage représentait la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits. Ces ornements n'étaient pas décoratifs, ils servaient de langage visuel, une façon d'être reconnu par les forces auxquelles on s'adressait. Certains rites se déroulaient en silence absolu, les gestes remplaçant les mots. D'autres étaient accompagnés de chants dont la mélodie avait été transmise de génération en génération, inchangée depuis des siècles, comme si chaque note portait en elle une promesse faite aux ancêtres. Les offrandes, morceaux de viande, graines précieuses, pierres polies, étaient déposées dans des lieux précis, choisis pour leur pouvoir symbolique ou leur alignement avec les cycles lunaires et solaires. Ces cérémonies n'étaient pas perçues comme une option, mais comme un acte essentiel à la survie collective. Manquer un rituel ou en altérer le déroulement, était risquer de briser le lien avec les forces invisibles, et attirer une saison de malheur. Ces convictions ne restaient pas cantonnées aux grandes cérémonies. Elles se glissaient dans chaque instant de la vie quotidienne. Le chasseur qui partait avant l'aube murmurait quelques mots vers l'horizon, non pour se donner du courage, mais pour demander aux esprits de guider sa flèche. La femme qui tissait une couverture choisissait la disposition des motifs, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur pouvoir protecteur, persuadée qu'un certain enchaînement de formes pouvait repousser la maladie. Même les choix les plus terre-à-terre, comme le moment de planter les graines ou la manière de stocker la nourriture, étaient dictés par un mélange d'observations pragmatiques et de prescriptions invisibles. On évitait de semer un jour où la lune semblait dormir. Et on plaçait toujours la première gerbe de céréales récoltée dans un endroit consacré, afin de remercier la terre pour sa générosité. Les enfants grandissaient dans cet univers où chaque geste avait une portée qui dépassait l'immédiat. Apprendre à tailler une pointe de flèche, c'était aussi apprendre quelle parole prononcer pour qu'elle atteigne sa cible. Ramasser des baies ne se faisait pas sans un salut discret à l'arbuste, comme si l'on reconnaissait qu'il avait offert une part de lui-même. Ce tissage serré entre le visible et l'invisible donnait à la vie une densité que là on peine à imaginer aujourd'hui.
Rien n'était anodin, et tout semblait relié par une trame invisible où la survie matérielle et l'équilibre spirituel ne faisaient qu'un. Si l'on tend l'oreille au bruit de nos vies actuelles, on pourrait croire que ce monde ancien est enfoui sous des millénaires de silence. Et pourtant, bien des gestes, croyances et intuitions héritées de ces peuples se glissent encore dans nos existences. Lorsque l'on accroche un talisman par superstition, que l'on choisit une date jugée porte-bonheur pour un mariage ou que l'on cherche un sens plus profond à nos habitudes, nous réactivons, sans le savoir, les fils invisibles tendus il y a 10 000 ans. Nos ancêtres vivaient dans un univers où l'homme ne se pensait jamais séparé de la nature. Chaque souffle de vent, chaque battement d'ailes d'oiseau, chaque scintillement d'étoiles portait un message. Cette perception, que nous avons en partie perdue, refait surface quand nous cherchons à renouer avec la simplicité ou à redonner du sens à notre quotidien. Leur manière de tisser ensemble le concret et le spirituel a façonné des structures mentales que, elles, on retrouve encore aujourd'hui dans nos mythes, nos proverbes et nos récits fondateurs. Nos fêtes de saison, nos traditions agricoles et même certaines de nos coutumes urbaines en portent l'empreinte, comme un écho persistant d'un mode de vie où chaque acte avait une résonance cosmique. Le plus frappant est sans doute la permanence de cette quête, celle de trouver un équilibre entre ce que on voit et ce que on ressent, entre ce que l'on sait et ce que l'on croit. C'est une tension qui habite encore nos sociétés modernes, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Il y a dans la mémoire de ces peuples un enseignement que nos sociétés modernes gagneraient à redécouvrir, celui de la mesure. Les hommes et les femmes de cette époque connaissaient les limites de leurs ressources, car chaque erreur pouvait signifier la fin ou la mort. Ils savaient que l'eau claire d'une source ne devait pas être gaspillée, que le gibier devait être respecté, que les terres devaient se reposer. Ce respect, né de la nécessité, était aussi une philosophie de vie. Ne jamais prendre plus que ce que la nature pouvait offrir sans épuiser. Dans nos villes saturées de lumière et de bruit, ce principe semble avoir été oublié. Pourtant, il réapparaît dès que nous parlons de durabilité, d'écologie ou de sobriété volontaire. Ces concepts, que nous pensons nouveaux, ne sont en réalité que la réactivation d'un savoir ancien, gravé dans les gestes de nos ancêtres. Leur sens de la communauté offre une autre leçon essentielle. Pour survivre, ils s'appuyaient sur la force du groupe. Chacun avait un rôle précis. Le chasseur, le cueilleur, le soigneur, le conteur. Personne n'était inutile. Cette solidarité instinctive n'était pas un idéal abstrait, mais une condition de survie. Aujourd'hui, nous redécouvrons, parfois dans l'urgence, que nos vies sont profondément liées à celles des autres, que nos destins se tissent ensemble comme les brins d'un même panier. Il y a enfin leur rapport au temps. Dans un monde où les jours étaient dictés par la lumière du soleil et le cycle des saisons, la patience était une vertu naturelle. On savait attendre la pluie, guetter la pousse d'une plante, se préparer lentement pour la chasse. Cette lenteur, loin d'être une perte, était une richesse. Elle permettait d'observer, de comprendre et de s'adapter. Si nous réapprenions à écouter ce tempo ancien, peut-être que notre monde, si prompt à s'emballer, retrouverait un peu de son équilibre perdu. En refermant ce voyage vers l'aube de notre histoire, on comprend que ces hommes et ces femmes, pourtant séparés de nous par 10 millénaires, ne sont pas de simples silhouettes figées dans la poussière du temps. Ils sont nos parents lointains, porteurs d'un héritage invisible qui palpite encore dans nos veines. Leur monde était rude, parfois impitoyable, mais il était aussi tissé de gestes pleins de sens, de liens indestructibles avec la terre, de croyances qui donnaient une profondeur à chaque instant. Ces sociétés ne connaissaient ni l'électricité, ni l'écriture, ni les conforts que nous tenons pour acquis, et pourtant, elles savaient raconter le monde, l'habiter, le respecter. Elles avaient conscience, à une échelle instinctive, de faire partie d'un tout.
Nous avons troqué cette conscience contre une maîtrise technique sans précédent, mais au prix d'un éloignement du vivant qui nous entoure. Regarder en arrière, ce n'est pas céder à la nostalgie, mais tendre l'oreille à une sagesse qui pourrait nous guider encore. Nous ne pouvons ni ne devons retourner vivre comme eux, mais nous pouvons nous inspirer de leur capacité à trouver l'équilibre, à unir la survie matérielle et la richesse spirituelle, à faire de chaque action un geste porteur de sens. Peut-être que, dans un monde saturé d'informations, la plus grande leçon que nous offre ce passé lointain est la valeur de l'attention, celle que on porte à la nature, aux autres et à soi-même. Car au fond, ce que cherchaient ces hommes et ces femmes, était pas si différent de ce que nous cherchons encore au jour 8. Manger à sa faim, dormir en sécurité, sentir la chaleur d'une présence aimée et se savoir à sa place dans l'immensité du monde.